Yo, salut, c'est Isha, vous êtes en train de regarder Click Talk. Let's go. Walk it like I talk it, walk it like I talk it. You walk it like I talk it, walk it like I talk it. Hey. Salut Isha, merci d'être là. On se voit quelques jours avant la sortie de La vie augmente volume 3, ou La vie augmente 3. Ouais. Comment ça va? Un peu stressé, comme avant chaque projet, c'est normal d'être un peu stressé. C'est quand tu t'apprêtes à montrer ton bébé au monde, t'as envie que tout le monde le trouve beau, donc tu stresses. Il paraît que avant que tu sortes La vie augmente 2, on t'avait dit ouais, le deuxième album est toujours moins bien que le premier. Ouais, La vie augmente 2 avait prouvé le contraire. je pense, ouais. Est-ce qu'on t'a dit un truc un peu similaire sur le troisième album? Non, on parle souvent du deuxième, le troisième... Tout le monde s'en fout en fait. du Ouais, on troisième. dirait les gens ils s'en foutent. C'est ça qui fait encore plus peur, tu vois. C'est que voilà, le troisième, voilà, sort la trilogie, mais je sais qu'il y a des gens qui attendent. J'ai juste peur de décevoir les gens qui étaient là au volume 1, au volume 2. Juste peur de les décevoir parce que je pense que j'ai fait des choix artistiques et qui font peut-être que ça va ramener du public ou en sortir peut-être, je sais pas. Tu m'as dit, je sais pas si je peux le dire, mais tu m'as dit avant qu'on commence à tourner, j'ai toujours l'impression quand j'ai fini un projet et que s'apprête à sortir, Ouais. d'avoir fait le mauvais projet. Ouais. Moi, je pense sérieusement que si j'avais pas un bon entourage et que je pouvais appuyer sur delete 2-3 jours avant la sortie du projet, je suis capable de le faire. En me disant non, c'est pas ça que je veux, j'appuie. Mais voilà, je suis quelqu'un qui a besoin d'être rassuré tout le temps. Et mes proches font vraiment bien le taf. Et aujourd'hui, comme c'est le troisième projet, ils ont l'habitude, donc ils en rigolent, quoi. Tu vois, je vais dire, ils disent mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Je me rappelle pour LVA2. J'étais dans une chambre d'hôtel avec mon manager et je fumais une clope à la fenêtre et je lui dis gros, c'est pas le bon projet, on s'est viandé, tout ça, il rigolait parce qu'il savait que voilà, il y avait des bons titres, tu vois. Dans une interview il y a quelques mois, tu disais ma musique, j'ai un peu l'impression de la faire au pif. Ouais. Et honnêtement, vu comme ta musique devient de plus en plus précise, j'ai un peu de mal à le croire. Non, je pense qu'il y a toujours... Non, en fait, je sais pas, moi j'ai l'impression de... J'ai pas l'impression que c'est un truc minutieux. Tu comprends ce que je veux dire? C'est un premier jet, je le jette comme ça. Et moi, j'associe la qualité au souci du détail, on va dire, tu vois. Comme un travail d'orfèvre, tu vois. Mais là, je le fais un peu comme plus à la forgeron, tu vois. Je tape comme ça. Je suis pas dans du détail. C'est brutal. Ouais, c'est brutal. Mais là, pour la suite, pour l'album, j'ai décidé de faire un truc un peu plus millimétré et tout. Donc franchement, je tape comme sur LVA1, tu vois, c'est vraiment un truc, la force, et on y va, quoi. Donc le projet s'appelle LVA3, La vie augmente 3, Ouais, sorti le 7 février. c'est ça. Ça s'ouvre sur un morceau, du rag, on écoute. Je suis juste un rappeur de plus, destiné à être éducateur de rue ou régulateur de flux. Ça se fait pas, ils ont baisé la sœur de trucs. Maintenant tout le monde veut faire la guerre à machin chouette. T'as pris un flot de bouffon, t'es là tu crois que je suis choqué. J'ai pris le flow à Biggie, je rappe comme un New-Yorkais. Et je n'ai confiance qu'en l'élasticité du Dourag. Pour moi, ce titre, c'est la quintessence de ce qu'est Isha. Quelqu'un qui a construit sa carrière et sa vie entre la France et la Belgique. Et pourtant quelqu'un, quand on va le définir, qui appelle souvent un qualificatif new-yorkais. Ouais. Pour moi, ça veut dire à la fois mélodique et très froid, limite clinique. Est-ce que new-yorkais comme qualificatif, ça te va? Ah, c'est la meilleure chose que tu puisses me dire. C'est toute une école pour moi, c'est toute ma jeunesse. C'est qui? C'est Mobb Deep, on n'en parle pas souvent, mais les Rough Riders, quand ils sont arrivés, ils m'ont mis une grosse gifle. Bootcamp Click, tu vois. Les mecs d'Harlem, c'est vraiment... C'est même plus que des groupes, c'est des... Tu vois, le son d'Harlem, le son du Queens, Brooklyn, tout ça, c'est ma jeunesse et... C'est marrant parce que je te coupe, mais tu parles de Queens, de Brooklyn. Ouais. Tu as cité des noms, et tu n'as cité aucun des deux noms qui ont peut-être marqué le plus les gens, dont les gens se souviennent encore aujourd'hui, c'est Jay-Z et Nas. Ouais. Toi, c'est pas eux tes influences. Non, c'est les mecs un peu plus... Ouais, plus... Après, j'aime beaucoup, mais c'est plus underground, tu vois. Enfin, il y a des mecs comme Ali Vegas, des mixtapes, ou D-Block, tu vois, Yonkers, tout ça.
c'est des mecs. En fait, moi, je suis vraiment de la culture des mixtapes. Et Nas, Jay-Z ont sorti très peu de mixtapes parce que ça fait longtemps qu'ils sont au top. Et à un moment, nous, on saignait les mixtapes, quoi, tu vois. New York, je connais même les histoires des gangsters, mais tu vois, des années 80. La ville te fascine. Ouais, la ville me fascine. Et en fait, ils ont un vrai héritage, tu vois. C'est ça qui me fascine. C'est que quand tu nais dans un endroit comme dans un quartier de New York, tu as tout un héritage qui va avec, mais c'est obligé que tu seras frappé par cette vague, en fait, tu vois. Et c'est un truc qui n'est pas encore présent en France ou en Belgique, tu vois, parce que le mouvement, il est un peu jeune. Mais là-bas, c'est l'héritage, c'est la culture pour de vrai. Et puis, tu sais, là, il n'y a pas longtemps, j'ai vu Carl Kenny. C'est un grand... Il était à Paris. Ouais, un grand designer qui a habillé Alia et tout, tu vois. Et je parlais à ce mec et je rentre dans la pièce, je vois, il a l'âge d'Akash. Tu vois, je dis, mais lui, il n'est pas plus vieux. Et puis, en fait, en parlant avec lui, je me rends compte que... Enfin, le mec m'explique qu'à 18 ans, il était déjà un boss, tu vois. Il était déjà un chef d'entreprise, il habillait déjà Alia, tout ça. Donc, il y a aussi cette mentalité du hustle qui vient de là, qui est arrivée jusqu'ici aussi. Il y a beaucoup de communautés qui hustle et tout. Et New York, c'est ça. Et pour te dire, j'ai pas encore été. Mais je crois le jour où, le jour où je vais aller, je vais vraiment sentir quelque chose, quoi, tu vois, parce que c'est un rêve. Il y a une date sur ce jour ou pas? Non, je pense que j'aimerais bien pour l'album tourner justement un clip là-bas, tu vois. J'ai quelques connexions là-bas, j'aimerais bien tourner un clip, voilà, tu vois. On parle de New York, mais je l'ai mentionné, tu es belge. Ouais. Et tu dis qu'aujourd'hui, être belge dans le rap, c'est vendeur. Quand on dit rappeur venant de Belgique, dans un communiqué de presse, ça attire l'œil des journalistes. Ouais. Pourquoi, à ton avis? Parce qu'on est arrivé, je crois que ça date maintenant de 2-3 ans. Je pense qu'on est arrivé avec d'autres propositions. On a beaucoup de propositions différentes de ce qui se fait ici. Et je pense qu'on collabore aussi pas mal entre nous. Donc il y avait cette espèce de délire un peu Avenger vu d'ici, tu vois, les Belges. Donc on a surfé là-dessus, tu vois. Pour moi, c'était bénéfique, j'ai réussi à surfer là-dessus, je pense, et je pense que c'est pas encore fini. Il y a énormément de talent. Moi, je produis des artistes aussi, et je sais que, voilà, là, on a ouvert un chapitre, parce que beaucoup de gens disent, ouais, mais bientôt, c'est fini, les Belges et tout. Mais non. Puis il y a des mecs qui ont prouvé qu'ils pouvaient faire carrière, une vraie carrière, solide et tout, donc voilà, c'était... Moi, quand j'ai signé chez Warner, chez Parlophone, on a signé, le chef, le patron du label a tapé, il a dit, ben voilà, on voulait un Belge, on en a un. Tu vois, parce que tout le monde voulait un Belge dans son label à un moment donné. T'as peur d'être réduit à ça? Non, parce que... Après, tu sais, moi, je suis un rappeur, tu peux m'appeler belge, italien... Ça s'entend beaucoup moins que... Je sais pas citer de nom, mais ça s'entend beaucoup moins que chez d'autres rappeurs belges, le fait que t'es belge. T'as pas l'accent, Ouais, peut-être moins. Et puis, je sais que... Ouais, parce que peut-être j'ai vécu ici, donc je connais un peu les codes, tout ça. Et puis, ouais, Après, on n'a pas tous des accents en Belgique, hein. Non, ouais, c'est un cliché que je dis peut-être. C'est comme j'étais à Marseille, je parlais à des mecs qui n'ont pas d'accent, tu vois, de Marseillais. Il y a le cliché un peu du Belge avec l'accent, on l'a pas tous, quoi, tu vois. Ce troisième projet, LVA3, qui vient donc avant l'album, il est paradoxal pour moi parce qu'il t'affirme un peu plus comme un rappeur qui compte, alors que tu dis que tu ne sais toujours pas si le rap, c'est vraiment ce que tu veux faire. Ouais. Je pense que je veux le faire, mais que je vais partir un peu comme un voleur, tu vois. Je suis bien, mais un jour, je vais pas prévenir, je vais tout abandonner, je vais faire autre chose. Parce que ça me ressemble et que j'ai pas envie de... Voilà, je sais que c'est un chapitre. J'ai déjà des visions de moi sur d'autres choses. Aujourd'hui, je suis utile pour mes frères, mes gens, ma communauté, ma ville, en tant que rappeur. Mais je sais très bien que je peux être utile en tant qu'autre chose. Et donc, c'est important pour moi d'avoir un cheminement et de pas... En fait, déjà, le rap, à partir d'un certain niveau, tu refais la même chose, finalement. Même de la tête d'affiche ou un mec comme moi qui est en développement, on refait la même chose. Donc on sort là, je suis en train de faire les interviews, je vais faire les concerts. Après, tu vois, je vais retourner en studio, je vais reprendre des prods, je vais écrire, tu vois, c'est la même chose. Et moi, ma pire frayeur, c'est la routine, en fait. Tu vois, alors c'est la même chose, sauf que tu vas jouer dans une plus grosse salle, qui est 300 places plus grosse, et puis tu vas faire un zénith.
Mais finalement, c'est la même chose. J'ai envie de faire 1 ou 2 tours de piste et puis de faire autre chose. Est-ce que pour autant la vie augmente quand tu la consacres à la musique? Ouais, bien sûr. Elle augmente, mais Ça voulait dire... Enfin, ma question, c'est qu'est-ce que ça voulait dire à la base, la vie augmente? je crois que j'étais à un moment de ma vie où j'avais besoin, c'est con à dire, mais les gens comme moi, on a besoin d'une phrase, un moteur, tu vois. Souvent, en fait, c'est propre à tout le monde. Je pense, tu vois, les pays, t'as ton drapeau, mais t'as une phrase qui va avec. Je crois que c'est un leitmotiv, on dit, tu vois, j'avais besoin de ça. Et il fallait que je trouve le mien pour adopter cette philosophie et me le rappeler tout le temps, tu vois. Je suis pas trop branché tatouage, mais c'est ce que des gens se tatouent sur la peau, tu vois. C'est pour tu le vois et puis tu dis, OK, on y va. Et l'augmentation, c'est ça. Et pour te dire, là, j'ai perdu mon grand frère au mois d'août, mais je sais très bien que mon deuil, je ne l'ai pas terminé, mais je sais que c'est la vie augmente qui a fait en sorte que je puisse mieux réagir à ce deuil. Alors qu'avant tout ça, je serais anéanti. Mais aujourd'hui, la vie augmente, c'est se relever, c'est représenter pour ceux qui sont en haut, tu vois, ceux qui sont partis. Il faut qu'on représente, tu vois. Ça veut dire, mon frère, il me disait, t'es un artiste, Isha, parce que moi, j'ai pas l'impression d'être un artiste. Il disait, t'es un artiste et tout. Et là, maintenant, je dis, en vrai, je suis un artiste. Ouais, je suis un artiste et on va le faire. Et ça me motive. Donc, cette phrase, je pense qu'elle va me suivre toute ma vie. Et je vais m'accrocher, me cramponner à cette phrase du mieux que je peux dans les moments difficiles. On connaît ton histoire. Tu as commencé relativement discrètement il y a plus d'une dizaine d'années maintenant sous le nom Pacemaker. Ouais. Puis tu as arrêté la musique plusieurs mois. Ouais. Tu as notamment travaillé au SAMU social. Et puis tu es revenu avec la série La vie augmente. Qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça a permis chez toi, le SAMU social? Moi, comme je dis souvent, la réalité, elle est dans le travail. Tu vois, dans le sens où, quand tu es dans la rue, que tu n'as pas travaillé, les personnes à qui tu vas parler tous les jours, tu vas t'entretenir avec des gens, ils ne sont pas dans la réalité. Parce que la réalité, c'est travailler. En vrai, les discussions les plus saines que tu peux avoir dans ta vie, c'est au boulot. Parce que le mec, il va te parler d'avenir, il va te parler de choses concrètes. Dire, j'ai acheté une maison avec ma femme, je pars en vacances, nanani. Quand tu es dans un autre environnement, il y a des discussions, en fait, tu te dis, mais en vrai, ces gens-là, on parle du travail, de la réalité de la vie. On est dans un film, en fait, tu vois. Et donc, moi, je pense que le travail, c'est mon premier vrai boulot que dans lequel j'ai duré. Tu as passé combien de temps? 6 ans. Ça m'a mis dans la réalité des choses, dans les gens normaux, tu vois. Est-ce qu'il y aurait pu avoir la vie augmente sans le SAMU social? Je pense pas. Non, je pense pas, parce que j'ai vu la misère de très près. J'ai vu la misère de près, j'ai vu encore une fois la réalité, tu vois. Et puis c'est là que j'ai compris que je voulais pas travailler pour un patron toute ma vie. C'est là que j'ai compris que je veux pas de badgeuse, je veux pas pip, tu vois. Et alors je me suis dit, putain, en fait là j'ai eu une vision de ma vie dans les 20 prochaines années, parce que j'aurais pu travailler 20 ans dans le social, je pourrais travailler 20 ans dans le social, mais en fait je veux pas, parce que, pour plein de raisons, mais je veux pas travailler pour un patron. Je veux, moi, créer de l'emploi. Et la vie augmente, c'est une chose que je suis en train de consolider pour me préparer. J'espère à un jour pouvoir créer de l'emploi et être utile à la société. Tu disais une phrase que ton frère te disait. T'es un artiste, Isha. Ouais. Pour paraphraser Kobalade, est-ce que c'est beau la vie d'artiste? Franchement, c'est beau. Ouais, c'est beau. C'est beau, il faut dire ce qui est. Je le disais tout à l'heure, on rencontre des... Tu vois, quand t'es artiste, c'est comme un repère, parce que t'es entouré que d'artistes. Même les mecs derrière les caméras, ceux qui tiennent les perches, souvent c'est des artistes, ils ont des âmes d'artistes. Ils sont pas là pour rien, tu vois. Et donc j'ai l'impression d'être dans une grande famille, d'être avec plein de gens qui me ressemblent, en fait. Qui me ressemblent, qui ont ce but commun, cette flamme. Et voilà, c'est ça qui me fait kiffer. Une composante importante de la vie d'artiste, c'est le public. Toi, tu dis que le tien, tu t'attendais pas forcément à le voir arriver. Ouais. Comment tu le vis? Moi, je le vis... Ça va, je le vis de mieux en mieux. Au début, c'était vraiment étrange de voir des gens qui t'aiment, en fait, pour... Il faut le dire comme ça. Ouais, c'est ça, qui t'aiment parce que t'es resté dans ton salon une journée, t'as écrit, t'as chanté, t'as mis en ligne et ils t'aiment.
c'est bizarre, tu vois. En vrai de vrai, c'est bizarre parce que t'es un individu, moi, je suis pas une chanson. Donc, des fois, je me demande, est-ce qu'ils aiment le vrai Isha pour les vraies raisons? Je sais pas trop, tu vois, je me pose encore plein de questions. Le rapport au public, je pense que c'est un cheminement. Tu vois, c'est un cheminement, là, je suis en plein dedans. Mais pour l'instant, c'est que des belles choses, tu vois. Et puis, je le disais, j'ai pas réellement de détracteurs, tu vois. Je vois pas de... Tu sais, beaucoup de gens, ils se parlent des haters, tout ça. Moi, à mon niveau, je vois pas ça, j'ai que de l'amour, quoi. Justement, un des morceaux les plus marquants de ce projet, c'est le titre que tu as fait avec un autre rappeur qu'on aime beaucoup chez Click, Dinos. Dinos. Le titre s'appelle Idole. Idole. J'écris pour guérir toutes mes maladies. Je suis cramé comme journal intime. Même si mes diamants sont à l'intérieur, je regarderai toujours par la vitre. Bébé, j'ai besoin d'espace. Ouais, ouais, j'ai faim, j'ai soif. J'essaie d'être humble et brave. Ouais. On t'a vu arriver la nuit, t'as fait tes emplettes dans les magasins. Négro, tu ferais mieux d'arrêter la poudre. Je parle pas d'escampette ni de perlin pepin. Fais pas comme nous prends pas pour idole. Ouais. Pourquoi? Ben justement, c'est marrant parce que c'est lié à ta question précédente. Tout est pensé, fort, hein. tout est pensé là-dedans. Mais c'est quand t'es sur scène, que tu vois toute cette jeunesse, parce que moi j'ai 33 balais, tu vois. Donc comme toi, t'es bon. Hein. Alors, quand je vois des jeunes de 16 ans, comme ça, en transe et tout, ça me fait peur quand même. Je dis, putain, les mecs, ils sont en transe, ils sont en train de faire des pogos, ils chantent les paroles et tout. Il faut quand même que je leur dise, les mecs, c'est de la chanson, faites pas comme nous, tu vois. Parce que, voilà, nous, nous, c'est un autre délire. Tu vois, en tout cas, moi, je parle pour moi, c'est un autre délire. Il y a des petits, ils ont tout devant. Je reçois des messages, hein, des fois. Des messages de petits, ils sont pas bien et tout, mais en vrai, ils ont 16 ans, t'as toute la vie devant toi, tu vois. Et fais pas comme nous. Tu sais, nous, on a tendance à voir le négatif, on a tendance à être poussé à l'autodestruction, des trucs comme ça. Enfin, l'artiste, tu vois, donc quand on définit l'artiste ici, ça va avec tous les tourments qui vont avec. Il y a la beauté de la création et tout, mais il y a beaucoup d'artistes tourmentés, quoi. C'est pas si beau la vie d'artiste, alors? Non, c'est pas si beau. Après, c'est un sacrifice, tu vois. Tu donnes beaucoup, tu peux changer ta condition de vie, tu peux donner le sourire à ta mère, à tes frères, tes sœurs, tes nièces, tes enfants. Mais d'un autre côté, voilà, tu vois, une des plus grandes stars du rap l'a dit, c'est Diams, tu vois. Elle a expliqué, quand tu rentres chez toi, t'es pas bien. Mais c'est comme un devoir de donner... je dis souvent, il y a un ami qui m'a dit, son oncle, il lui avait dit, ne pas exploiter un don ou une compétence, ça relève du péché. Tu vois ce que je veux dire? Et donc ça veut dire quand tu sais écrire, que tu sais rapper, tu le prends un peu comme un devoir, je suis obligé de le faire, de partager ça, tu vois. Et voilà. Toi, c'était qui tes idoles quand t'étais petit ou ado? Moi, c'était l'équipe du Brésil, tous. Romario, Bebeto, tout ça, là. Ceux que la France a battus en 98? Non, attends. Non, non, c'était avec Dunga, moi je parle des vieux. 94. Voilà, c'est ça. C'était cette équipe-là. Après, franchement, mes frères, les grands du quartier, tu vois, je les regardais, ils jouent. Enfin, tu vois, c'est les gens qui m'entourent, mais voilà, j'étais la chanson, Michael Jackson, comme tout le monde, MTV, tout ça. Et aujourd'hui, c'est qui tes idoles? Moi, c'est des hommes de paix. Par exemple? Des hommes de paix, mais après, c'est des gens que moi, je peux croiser dans ma ville ou que j'ai connus. C'est des hommes de paix. Ils peuvent être religieux ou pas, mais c'est des hommes de paix. À un moment donné, tu rappes « Je vis de ma musique comme Ennio Morricone ». Ouais. Est-ce que lui, c'est devenu une référence pour toi? Ou c'est juste une punchline? Ouais, c'est une punchline. Mais après, c'est quand même un des mecs, je crois, qui avait été le plus samplé dans le rap. Donc, je respecte vraiment Ennio Morricone, tout ça, c'est musique et tout. Mais c'est juste c'est un name dropping comme les autres, quoi, tu vois. Ce que tu disais sur les rappeurs et le fait qu'il fallait pas forcément les prendre pour idole, ouais, c'est un peu contradictoire avec des propos que tu as tenus dans une très bonne interview. Merci. Les rappeurs ont beaucoup apporté à l'humanité. Ouais. Tu penses à quoi? Mais, moi, déjà, je pense à moi, parce que les rappeurs ont fait mon éducation. En vrai de vrai, il y a des... Enfin, tu vois, moi, dans mon parcours, j'apprends des choses par rapport au rap. Tu vois, quand on retour aux pyramides, moi, je savais pas de quoi ils parlaient, les X-Men, tu vois. Mais après, tu comprends.
Tu vois, bon, tout à l'heure, on écoutait l'intro de Lunatic. Les derniers sont les premiers, tu vois, c'est des trucs comme ça. En fait, tu peux te cultiver avec de la musique, tu peux apprendre des vraies valeurs. Et maintenant, ce qu'on voit plus que jamais, tu vois, les gens, ils se produisent eux-mêmes maintenant. C'est des entrepreneurs, c'est des débrouillards. Il y a un truc aussi d'union. On va s'asseoir sur la table, on va dire, bon, toi, tu prends la caméra, toi, tu fais au studio, tac, tac. Et il y a ce truc d'organisation, tu vois, d'entraide. Au fait, il y a tellement de côtés bénéfiques au rap, tu vois. Il y a trop de bonnes choses. Et dans le message, en fait, universel, les rappeurs, en fait, on se bat juste pour vivre décemment, en vrai. Tu vois. Même ceux qu'on dit bling bling, moi, je suis pas trop bling bling. Mais en vrai, de vrai, qu'est-ce qu'ils veulent dire, ces mecs-là? Ils veulent dire qu'ils veulent vivre bien, tu vois. Donc, en vrai, il n'y a pas de différence entre un gilet jaune et un rappeur. Parce que on a le même but, tu vois. On veut juste s'en sortir, vivre aussi bien qu'eux qui sont au-dessus. C'est le combat des rappeurs, tu vois. Depuis la nuit des temps, d'après moi, avoir les mêmes droits que ces gens-là. Et c'est un combat noble et légitime. Et autant que les gens saluent les gilets jaunes, ils devraient saluer toute cette jeunesse qui a une soif de vivre et qui a envie de s'en sortir et de vivre bien. Parce que j'ai déjà entendu dans la rue des discours de mecs qui disent non, nous on est condamnés pour être en bas, tu vois. Il y a une catégorie dans le ghetto qui pense comme ça. Dans ton, genre j'ai pas de cité de texte, mais tu dis, j'ai un pote qui m'a dit t'es fait pour être artiste. Ouais. Par contre moi je retourne dans le ghetto, c'est là que je passe mes journées. Voilà, tu vois, il dit, je sais plus quoi, il dit. Ouais. Bref, il dit je suis fait pour le ghetto, tu vois. Mais il y en a, mais en vrai, il y a que 20% qui pensent comme ça. 80%. Ils regardent la télé, ils disent putain, moi je suis fait pour aller à Dubaï, je suis fait pour ça, pour amener ma mère à la Mecque, pour New York, et, tu vois ce que je veux dire? Et en vrai, c'est ça le combat. Et c'est la rage de vivre. Et moi, c'est ça le rap pour moi. Je change de sujet. Ouais. Dans L'Aveuglement 3, pour la production du morceau Coco, ouais. Tu as fait appel à quelqu'un qui vient pas du tout du monde du rap. Ouais. C'est Sam Tiba. Sam Tiba. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un qui vient de l'électro, ouais. d'un groupe notamment qui s'appelle Club Cheval. Club Cheval, ouais. Comment tu t'es retrouvé à bosser avec lui? C'est marrant, ça. Mais moi, je connaissais Club Cheval, je savais ce qu'il faisait. J'avais entendu qu'à l'époque où SCH, il était avec DJ Core, qu'ils étaient un peu dans la création de ce truc et tout. Mais putain, la connexion, je crois, on a dû se DM. Et j'ai vu qu'il était... Ouais, DM, tu sais, ça se passe souvent comme ça maintenant. J'ai vu qui il était. Il a dit il aimait bien ce que je faisais, il m'a envoyé des prods. Là, je l'ai texté il y a quelques jours là, pour commencer à travailler l'album avec lui. Parce que je suis persuadé d'un truc, c'est qu'il y a un renouveau du rap, mais les mecs de l'électro ont beaucoup à voir avec ce renouveau-là. Depuis quelques années, il y a beaucoup de mecs qui faisaient de l'électro, qui sont entrés dans le rap. Un peu, tu vois, comme des DJ Mehdi, tout ça, paix à son âme. Et en fait, là, aujourd'hui, tu retrouves des nouvelles textures, des nouvelles sonorités, des nouvelles manières de mixer, d'agencer les sons et tout. Et en fait, c'est des mecs qui n'étaient pas de là. Et quand t'es pas de là, quand t'as pas les codes, tu peux arriver dans un milieu et tu vas tout niquer, tous les codes. Parce que nous, on est dans des trucs, tu sais, on est là depuis longtemps. Et en fait, eux, ils arrivent, ils font ce qu'ils veulent. On peut parler du morceau Coco? Ouais. C'est l'anti-morceau de rap sur le deal, en gros. Ouais. Si on devait le pitcher. C'est un morceau qui parle des ravages de la cocaïne et qui m'a fait penser au morceau Printemps Blanc de Niro. Je sais pas si tu connais. Non, j'adore Niro, mais ce morceau, je le vois pas. Pourquoi toi, tu l'as fait? Ce morceau? Ouais. J'avais besoin de parler d'addiction. Il y a plusieurs références où il y a un autre morceau où je dis je réalise tous mes potes, on leur nez dans la chenouf, tout ça. Et en fait, je remarque que la cocaïne, ça a brisé beaucoup de personnes autour de moi. La vente, la consommation, la surconsommation. Et j'avais besoin d'en parler, de parler à ce produit blanc, de lui parler comme je te parle, tu vois, de lui dire « ouais, je regarde ce que tu fais ». Après, dans le morceau, tu vois, il y a deux couplets. Il y a un couplet où j'en veux un peu à la cocaïne, d'avoir brisé certains de mes frères et tout. Mais d'un autre côté, dans le deuxième couplet, j'explique que quand même la cocaïne, c'est grâce à toi que telle ou telle personne a pu faire telle ou telle chose, tu vois. Donc je voulais vraiment marquer cette dualité, de dire que voilà, nous, on n'est pas... on fait pas l'apologie de la drogue et tout, mais de mes yeux, j'ai vu des gens s'en sortir, quitter des conditions, on va dire, misérables, pour pouvoir vivre, comme je te disais tout à l'heure, décemment, tu vois, vivre bien, mieux. Et alors bon, je sais que ça peut choquer, je suis sur Click, peut-être il y a de la censure et tout.
Non, non, pas censurer. Il faut juste dire que moi, je n'encourage. c'est très mauvais pour la santé. C'est très mauvais pour la santé et tout. Jouez pas avec ça. Mais voilà, il y a des gens, ils s'en sont sortis grâce à ça. Ils n'ont pas fait leur vie là-dedans. Et ils ont fait des bonnes choses après. Ils avaient un objectif. Et voilà, c'est des frères. Et je dois en parler aussi. Tout comme il y en a qui sont tombés dedans à cause d'eux peut-être. Voilà, il y a tout un espèce de truc, un bordel, où il y en a qui s'en sortent, qui sortent du bénéfice de tout ça, d'autres un peu moins. Voilà, c'est un même bateau et il y a de tout, quoi. J'ai 2 dernières questions. Je me suis bien exprimé par rapport à la cocaïne. Parfaitement. Ok, merci. J'ai 2 dernières questions. Ouais. Une de fond, que je pense tout ton public va se poser à l'écoute de La Vie Augmente 3. Ouais. Dans un précédent volume, tu rappais « Je prends Blablacar avec Babacar ». Ouais. Dans La Vie Augmente 3, morceau Magma, tu rappes « Je prends plus de covoiturage ». Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé, Isha? Ben voilà, les budgets, ils ont changé. Les budgets, ils ont changé. Les labels ont changé. Voilà, on a changé. C'est ça la réussite. Ouais, c'est tout doucement, tu vois. Et puis après, comme je dis dans Ou Grand Jamais, dans le 2, je dis je suis parti en métro, je vais revenir en Ferrari ou je sais pas quoi, tu vois. Voilà, c'est ça l'évolution. Finalement, tes jouets, ils changent, tes vêtements, ils changent, tes moyens de transport, ils changent, tout change, quoi. Dernière question. On rappelle la sortie de La Vie Augmente 3. Ouais. Après La Vie Augmente volume 1, La Vie Augmente volume 2, il y a un album qui se prépare, tu l'as dit. 2 questions. Est-ce qu'il va s'appeler La Vie Augmente volume 4 ? Est-ce qu'on verra une bouche sur la couverture ? Non, là, on va tourner la page. On va tourner la page. J'ai 2-3 axes. Tu vois, là, comme je te disais, j'ai perdu mon frère, j'ai envie de lui dédier un album, de parler de notre histoire. Parce que c'était mon frère, on se parlait pas trop, on était des frères ennemis. Alors j'ai trouvé un axe où j'ai vu qu'il y avait beaucoup de... Dans des familles, il y a énormément de familles où il y a des gens qui se parlent pas. Et j'ai envie de faire un album qui parle d'amour, mais d'amour ennemi, tu vois ce que je veux dire? On s'aime, on est des frères, on est du même sang, frères et sœurs et tout. Mais expliquer qu'en fait tu peux aimer et haïr en même temps, tu vois ce que je veux dire? Et que l'amour, c'est ça qui va triompher en fait. C'est l'amour. C'est une bonne conclusion. Merci à vous. Merci Isha. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey.